Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Les territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Pâques, les œufs, les cloches, le lapin. Autant de symboles propres à fêter une fête au départ religieuse, mais qui, au fil des ans, comme Noël, est devenue une véritable industrie commerciale, dont les enfants sont les cibles privilégiées. Ce qu'on sait moins, ce sont les origines mêmes de celui qui représente l'essence même de Pâques, d'un point de vue symbolique, le lapin de Pâques. D'où vient le fait qu'il soit associé à cette fête? Quelles sont ses origines? C'est ce que je vous propose de découvrir avec cette histoire à travers le récit d'un couple qui, pour fuir des parents s'opposant au fait qu'ils soient ensemble, se sont retrouvés au cœur d'un village dans le sud de l'Allemagne, la région qui a vu naître toute la symbolique autour du fameux lapin. Un village ancré dans des traditions et des coutumes ayant Pâques comme point central, étant très loin de ce que pensait ce jeune couple, pensant y avoir trouvé le lieu idéal pour une nouvelle vie avec leur bébé. Car l'horreur qu'ils vont y trouver va leur montrer un autre visage de Pâques, beaucoup plus terrifiant. Et ça se passe en plein cœur des territoires de l'autre monde. Osterfeuer, les feux de Pâques. On n'est jamais si bien trahi que par ceux qu'on soupçonne le moins d'être capables de le faire. Cette maxime résume parfaitement ce que nous avons subi, mon épouse et moi, au sein de notre village, dans la région de la Soie, en Allemagne. De la vérité que nous avons découvert en son sein, et du drame qui nous a déchirés psychologiquement. Enfin, quand je dis notre région et notre village, ce n'est pas complètement vrai. Nous ne nous sommes installés qu'à Ostenfrieds que depuis 11 mois, pour être précis. Mais nous avons été accueillis avec une telle gentillesse par ses habitants, reçu une telle solidarité à notre arrivée, que nous en avons presque oublié nos origines. Nous qui avions fui la Westphalie à cause des parents de Frida, mon épouse, n'ayant pas accepté d'apprendre non seulement notre union, mais aussi que leur fille attendait un enfant du réfugié autrichien que j'étais. J'étais parti de mon pays pensant trouver en Allemagne un travail me permettant de subvenir aux besoins de ma famille. Mon père, ma mère et mes deux petits frères de 5 et 7 ans sont restés en Autriche, ne pouvant faire le voyage avec moi. J'avais déjà eu beaucoup de mal pour réunir l'argent nécessaire pour venir, après avoir réussi à convaincre ma mère que c'était la meilleure solution pour eux comme pour moi. La misère dont nous étions victimes nous imposait des conditions de vie drastiques, et j'avais de plus en plus de mal à le supporter. Je ne trouvais pas de travail voulant m'accepter car n'ayant aucun diplôme. La pauvreté de notre famille n'ayant pu permettre à mes parents de m'offrir des études qui auraient pu m'ouvrir des portes à ce niveau. Mon père parvenait tout juste à subvenir aux besoins en nourriture, loyer et autres charges primordiales pour que nous puissions survivre. Voyant ma détresse, un de mes amis m'a fourni une adresse où je pourrais me rendre, avec l'assurance d'un emploi stable, qui me donnerait l'opportunité de faire vivre ma fille décemment en leur envoyant une partie de mon salaire chaque mois. Le départ fut déchirant. Ma mère pleurant à chaudes larmes, persuadée qu'elle ne me reverrait plus, alors que je lui affirmais le contraire. Rajoutant qu'en plus du fait de mon absence provisoire, ils auraient une bouche de moins à nourrir, ce qui améliorerait leur quotidien. Mais dire cela n'a fait que rajouter à sa tristesse. Et mes deux petits frères, avec leur jeune âge, ne comprenaient pas bien non plus pourquoi je partais de la maison. Seul mon père comprenait ma décision, sans pour autant qu'il n'ait pas le cœur déchiré également. Arrivé à l'adresse indiquée, j'ai effectivement eu un travail immédiatement. Le patron connaissait bien mon ami qui m'avait envoyé ici, ou plutôt son père, qui était une vieille connaissance. C'est ce qui m'a facilité mon embauche. Le travail était dur et pénible, étant affilié à diverses tâches ingrates au sein de la brasserie où je passais mes journées. Mais la paye était plus que motivante. Mon travail était très apprécié du patron, qui me confia vite des tâches plus importantes, jusqu'à me former pour devenir son second, augmentant encore plus mes revenus à ma grande joie. J'envoyais chaque mois une somme considérable, représentant la moitié de mon salaire à ma famille, qui vit son train de vie devenir bien plus auréolé de joie et de lumière. Ma mère put même s'offrir des vêtements neufs, et mes petits frères n'étaient plus l'objet de moqueries par leur apparence à leur école. Et puis, grâce à ce travail, j'ai rencontré Frida, qui habitait la maison juste en face de la brasserie. Ses parents venaient régulièrement, j'avais l'habitude de les voir. Mais à dire vrai, je n'avais pas une bonne impression les concernant. Ils savaient mes origines autrichiennes, et semblaient ne voir en moi que quelqu'un ayant volé le travail qui aurait dû être destiné à un Allemand. Une forme de racisme qui m'était difficilement supportable. Mon patron s'en était aperçu et tentait de me rassurer. Il n'aimait pas les parents de Frida non plus à cause de cela. Mais comme ils étaient de très bons clients, ils devaient se murer dans le silence et accepter ce qu'ils étaient, tant qu'ils ne faisaient pas de scandale dans l'établissement.
Ce jour-là, les parents de Frida étaient occupés à discuter avec un couple ami, ne se préoccupant pas de l'ennui de leur fille en ces lieux. Elle était venue par obligation, ses parents ne voulant pas qu'elle reste en surveillance seule chez eux, ou à traîner dans les rues, à fricoter avec des impurs, le nom qui leur faisait désigner tout normalement. Elle commandait une bière, et je fus très vite subjugué par l'éclat de son regard. La tristesse qui en découlait dans le même temps et ses longs cheveux. Je ne me rappelle plus trop comment nous en sommes venus à discuter. Je crois me souvenir que c'est elle qui entamait la conversation, cherchant une oreille accueillante pour entendre ses plaintes concernant sa vie auprès de ses parents. Un mode de vie strict, ne lui laissant aucun répit. Elle ne pouvait pas aller au lycée, car selon ses parents, c'était un repère de mécréants qui ne méritaient pas le statut de citoyen allemand. Et pour eux, il était inconcevable qu'elle soit en contact avec cette plèbe. Des mots qu'on aurait cru sortir tout droit du Moyen-Âge. J'avais de la peine pour cette jeune fille qui trouvait en moi le confident idéal. Quand elle n'accompagnait pas ses parents, c'est son grand frère qui était chargé de veiller à ce qu'elle ne sorte pas. Elle était comme un oiseau en cage, ne sortant en cas de rares occasions, au gré du bon vouloir de ses parents. Nous sommes devenus amis, de très bons amis même, tout en faisant attention à ne pas éveiller les soupçons de ses parents quand ils se trouvaient dans l'établissement, quelques mètres plus loin. Fort heureusement pour nous deux, son grand frère, Wilhelm, ne partageait pas l'avis de ses parents concernant sa petite sœur. Au contraire, il était ravi que Frida ait trouvé quelqu'un d'autre que lui à confier ses malheurs, ses rares joies, ses passions et d'autres frivolités. De nombreuses fois, il a menti à ses parents pour amener Frida à la brasserie et nous laisser seuls à discuter de tout et de rien pendant qu'il sortait des lieux, pour nous laisser une plus grande intimité. Il revenait 2 ou 3 heures plus tard pour venir chercher Frida. Wilhelm et moi sommes devenus comme des frères. Et il nous arrivait de faire des sorties à 3, à l'insu des parents des 2 personnes devenues incontournables de ma nouvelle vie en Allemagne. Parfois à 4, la petite amie de Wilhelm nous accompagnant, et gardant le secret de notre relation à Frida et moi, devenant chaque jour plus intime. Wilhelm devenait notre protecteur pour masquer nos soirées secrètes, indiquant à ses parents que Frida sortait avec lui et sa petite amie, et qu'il n'avait pas d'inquiétude à avoir. C'est lui aussi qui s'est servi de ses contacts pour organiser notre mariage en grand secret, et réfléchissait au moyen de l'annoncer à ses parents, comptant sur la confiance que ces derniers avaient en lui pour mieux faire passer la pilule. Mais ça ne s'est pas aussi bien passé qu'ils le pensaient. Les parents de Frida, apprenant que leur fils les avait trompés depuis le début sur la relation que j'entretenais avec leur fille, sont entrés dans une rage noire, chassant Wilhelm de la maison, et lui indiquant que désormais il n'était plus leur fils. Nous prévenant de la situation alors que nous étions à la brasserie, Wilhelm apprit le jour même que Frida était enceinte par notre bouche, ayant vu nos sourires plus grands que d'habitude. Cependant, cette nouvelle ne faisait que rajouter au problème. Bien sûr, il était heureux de la grossesse de Frida. Mais dans le même temps, il craignait la réaction de ses parents à cette annonce. Il lui avait clairement dit qu'il ferait tout pour rendre nul notre mariage et forcerait Frida à rentrer chez eux, avec des mesures encore plus strictes qu'auparavant. Avec des précepteurs triés sur le volet, ayant les mêmes idées qu'eux, accusant les autres précepteurs assurant les connaissances et l'éducation de leur fille comme complices de cette infamie, selon leurs propres termes. Wilhelm nous rassurait en nous indiquant qu'ils avaient beau avoir des contacts faisant partie du gratin de la société allemande, ils n'avaient pas le pouvoir de faire annuler le mariage sans raison valable. Prendre pour prétexte que j'étais autrichien et selon eux indigne d'être le mari de leur fille pure ne passerait pas. Cependant, pour le reste, comme Frida n'avait pas de domicile où elle pourrait trouver refuge, car dépendante d'eux malgré sa majorité, le reste de la situation lui interdisait de revenir auprès d'eux sans en subir les conséquences et les menaces d'enfermement invoquées. Les parents de Frida avaient l'influence nécessaire pour masquer le fait qu'ils enfermaient leur fille chez eux de manière totale. Ils avaient déjà pu cacher son contrôle partiel durant des années. Ça ne leur poserait pas de problème de continuer à un plus haut degré, sans que personne ne leur pose de questions. La seule solution pour Frida et moi, c'était de fuir. Fuir mon travail, les amis que je m'étais forgés au fil des mois, fuir Düsseldorf qui avait été une terre d'accueil, sans savoir où aller. Là encore, Wilhelm fut notre sauveur. C'est lui qui nous parla du village natal d'un de ses amis chers. Ostenfritz. Un petit paradis situé dans la Souabe, aux mœurs et aux traditions un peu archaïques, issues de croyances venant d'une époque lointaine, mais où nous serions en sécurité et bien accueillis. Il s'en assurerait. Son ami donnerait des consignes à sa famille restée là-bas pour que nous soyons protégés dans le cas peu probable où des enquêteurs payés par ses parents viendraient demander des renseignements sur nous dans la région. C'est ainsi que nous avons atterri ici. C'est dans ce village que nous avons découvert une autre vie, au sein de paysages magnifiques, d'habitants tout aussi charmants et attentionnés les uns que les autres, et où un travail m'attendait déjà, grâce aux bons soins de Wilhelm et son ami. Les revenus étaient moins importants que ce que je touchais à Düsseldorf, mais suffisants pour continuer à en envoyer une partie à ma famille en Autriche, tout en gardant ce qu'il fallait pour subvenir aux besoins de notre désormais petite famille.
Frida a accouché au sein de notre maison, ne pouvant prendre le risque de se rendre dans un hôpital de la région, par crainte que cela permette aux parents de Frida de retrouver notre trace par leur contact, s'ils apprenaient la naissance de notre bébé. C'est Anke qui s'avérait être la grand-mère de l'amie de Willem qui veilla à ce que notre petite fille vienne au monde. Une naissance qui fut fêtée en grande pompe dans tout le village, à notre grand étonnement. Mais il est vrai que nous n'étions pas familiers des coutumes du village et nous avons pris cette délicate attention avec le sourire. Notre quotidien au sein d'Austin Frieds fut des plus merveilleux les mois qui suivirent notre arrivée, que ce soit avant l'accouchement et après. Pendant 10 mois, cette vie fut à la limite du paradisiaque. Nous étions chouchoutés par tous les habitants, nous faisaient des prix pour nous faire livrer le matériel nécessaire au bébé, pour des aliments ou des objets particuliers. Il y avait un service affilié à ce genre de demande au village, établi depuis des décennies. Et une personne était chargée de récupérer les commandes à un relais situé dans une ville proche. Enfin, proche. C'était à une trentaine de kilomètres de là. Le village étant coupé de tout, et vivant essentiellement de la vente de produits de chasse, de culture ou d'artisanerie, comme de la poterie, de la vannerie, de la broderie et d'autres petites choses du même style. Malgré son éloignement, le village disposait de nombreux services le mettant à un pied d'égalité avec d'autres. Église, bureau de poste, épicerie, tout en apparence était à l'identique d'autres petites communes équivalentes. Mais sous ce masque de paradis se cachait une autre réalité, que Frida et moi n'allions pas tarder à découvrir à l'approche des fêtes de Pâques. Étant natif d'Autriche, je n'étais pas très au courant des subtilités propres aux festivités de Pâques en Allemagne. En dehors des classiques œufs, cloches, poissons chocolat, les chasses dans le jardin destinées aux enfants et tout le folklore autour du fameux lapin de Pâques. Bien qu'en fait, il s'agisse d'un lièvre pour être précis. Une semaine avant la date fatidique, je voyais chacun s'affairer à disposer des décorations dans tout le village. Banderoles, fanions, lampions, ainsi que le fameux Osterbaum, une tradition consistant à garnir un arbre et ses branches de petites guirlandes et d'œufs décorés à la main. Je connaissais un peu ça parce qu'il y avait un équivalent en Autriche, que j'avais eu l'occasion de voir dans ma ville natale. Mais ici, les œufs étaient plus particuliers. C'étaient des œufs noirs ou rouges et parsemés de signes étranges sur leur surface. Ça ressemblait à des runes ou quelque chose de ressemblant. Vous savez, ce genre de lettrage qu'on voit parfois dans les livres de sorcellerie. Le village s'appuyant sur des traditions héritées des fondements même de Pâques, en même temps, je ne m'alarmais pas plus que ça. C'était étrange, mais ça faisait partie des rituels germaniques anciens sans doute. Le principe même du lapin de Pâques est né en Allemagne d'ailleurs. Il y a plusieurs histoires qui établissent ses origines. La plus connue étant celle d'une femme pauvre. Ne pouvant offrir des friandises à ses enfants, elle eut l'idée de décorer des œufs qu'elle cacha dans le jardin, afin d'offrir un peu de joie et de distraction, permettant à sa progéniture d'oublier leur misère. Les enfants, apercevant un lapin dans le jardin, pensèrent que c'est lui qui avait pondu les œufs. D'où cette croyance populaire germanique du lapin, enfin du lièvre, pondant des œufs. À partir de là, cette tradition du lapin de Pâques s'est exportée dans les autres pays européens, avant de traverser les continents. Aussi bien les œufs que le lapin n'ont pas été choisis au hasard dans ces croyances. Les œufs sont un symbole de germination, d'évolution, et le lapin un vecteur de fécondité, de fertilité, de renouveau. En suivant ces mythes, on découvre que le lapin offre aux enfants l'assurance de grandir et de devenir des adultes par la consommation de ses œufs. Dans le même état d'esprit, dans certains mythes, consommer du lapin permet aux femmes de s'assurer d'être fécondes après un mariage et obtenir une descendance. Pour le mari, il lui permet d'empêcher toute forme de stérilité et d'offrir à sa semence la qualité nécessaire pour qu'un enfant naisse. Le lapin doit être mangé le jour des noces, dans le but de permettre les meilleurs augures pour l'accouplement du couple lors de la nuit qui suit la fête. Oui, c'est très archaïque. Mais n'oubliez pas que ces croyances datent d'une époque où les superstitions liées à la nature étaient très ancrées dans la culture populaire. En dehors de l'Osterbaum et ses œufs aux couleurs et signes curieux, il y avait des représentations du fameux lièvre ou lapin de Pâques un peu partout. Sur les portes des maisons, sur les arbres. Certains habitants portaient même des t-shirts à l'effigie du fameux lapin. Sauf que, là encore, ce lapin n'était pas l'image du lapin souriant et heureux que j'avais l'habitude de voir habituellement pour Pâques. Pas de couleur blanche, de joues roses, de sourire. Non, rien de tout ça. C'était plus... Comment dire? Ça me mettait mal à l'aise en fait. Le lapin était d'un noir intense, les yeux rouges, les oreilles dressées, dépourvu de moustaches, de nez, et avait un visage en grande partie comme effacé. On distinguait à peine les contours de ce dernier, en dehors des grands yeux et des sourcils formant une expression mauvaise, de la colère ou de la haine. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Vu comme ça, on aurait dit une créature échappée de l'enfer, pas un lapin mignon offrant des friandises aux enfants. D'ailleurs, à ce propos, je remarquai quelque chose d'étrange les concernant.
Les enfants du village, d'habitude joyeux et pleins de vie, semblaient presque amorphes, ne donnant pas l'impression de prendre goût aux festivités, montraient des mines presque apeurées, observant avec crainte les représentations du lapin aux yeux rouges. Et puis, il y a eu cette sorte de loterie, ou quelque chose d'assimilé. Anke, qui était la doyenne du village, et au vu de ce que j'avais pu me rendre compte, presque comme la grande chef de ce village ayant la particularité de ne posséder aucun maire, se rajoutant à ces étrangetés, fit le tour des habitants, leur demandant d'inscrire leurs noms et prénoms sur des petits papiers, placés ensuite dans un panier. Vous savez, comme les paniers qu'on utilise pour ramasser les œufs. Ce genre de panier en osier en général. Anke s'approcha de Frida et moi, nous demandant de faire de même. Ma nature curieuse ne put m'empêcher de demander « Pourquoi ces petits papiers? Je ne connais pas ce genre de tradition pour Pâques. » Anke me souriait, assurant que nous n'avions aucune crainte à avoir. C'était une coutume qui existait depuis des siècles dans le village. La veille de Pâques, on choisissait les élus parmi les enfants des couples choisis, qui gagneraient le droit d'être aux côtés du Osterhase, le nom allemand du lapin de Pâques, et bénéficieraient de sa bénédiction éternelle. Sur le coup, je comprenais mieux pourquoi seuls les couples étaient amenés à inscrire leur nom sur ces petits papiers. Ça ne me semblait pas plus bizarre que ce que j'avais déjà vu à cet instant. Faisant confiance à Anke, j'inscrivais notre nom et prénom à Frida et moi, qui de son côté s'émerveillait des décorations foisonnant dans tout le village, et les montrait innocemment à notre petite fille. Dans le même temps, je voyais une poignée d'habitants ériger un grand tas de planches, de bûches et de troncs au centre du village. Voyant mon interrogation à ce sujet, Anke me rassura, disant que ce n'était rien de plus qu'un des éléments des festivités de Pâques. Il s'agissait de la tribune du Osterhase, l'Osterfreuer, le feu de Pâques, qui devait apporter la sérénité au village et assurer la fécondité à tous les couples actuels ou futurs des habitants dans l'avenir. Je hochais la tête, comme montrant ma compréhension. Mais je trouvais ces pratiques de plus en plus issues de superstitions dignes d'un mauvais film de série B emprunté au genre du folk horror. Un peu comme The Wickerman, pour vous donner une idée. Ces films prenant pour cas des divinités adorées par des communautés et pratiquant le sacrifice humain. Je riais intérieurement à cette idée, me trouvant ridicule de penser que des gens aussi adorables puissent être capables de tuer sciemment des membres de leur village au nom d'un quelconque dieu. Surtout qu'il n'y avait aucune trace de divinité nulle part. Juste ce lapin aux allures de démon. D'un coup, mon idée du folk horror ressurgissait, et je me disais que ce n'était peut-être pas si idiot que ça à bien y réfléchir. Tellement ces effigies de ce lapin de Pâques, plus que curieux, rentraient de plein pied dans l'imagerie de ce type de croyance folklorique. Je me surprenais à observer si je ne voyais pas Britt Ekland danser nue dans un coin du village, me faisant passer pour le personnage principal du film de Robin Hardy. C'était ridicule, je sais, d'autant que ça n'avait pas de sens. Le paganisme était propre à la culture anglo-saxonne, pas à l'Allemagne. Un tel culte ici était plus qu'improbable. Néanmoins, les jours suivants, je voyais l'Osterbaum se garnir de plus en plus de ses œufs, me donnant l'impression d'être des objets d'un culte satanique. Et il y avait cette omniprésence du rouge et du noir, jusque dans les décorations garnissant les murs et les rues du village. Les couleurs dites gaies, comme le bleu, le jaune ou le blanc, pourtant courantes dans tout ce qui a trait à Pâques, étaient pratiquement absentes. Et quant à la tribune, elle s'affichait clairement comme un bûcher immense. Et je m'inquiétais encore plus en voyant 8 poteaux de bois à sa base. J'en parlais à Frida, mais selon elle, je me faisais des idées, je devrais arrêter de regarder les films d'horreur. Mais je ne pouvais pas m'enlever ça de la tête. Il y avait trop de trucs vraiment dérangeants. Je ne sais pas si c'était pour confirmer mes craintes, ou me rassurer que tout ce que je pensais comprendre n'était que le fruit d'un délire, mais j'ai fait des recherches sur les origines du lapin de Pâques plus approfondies. En plus de ce que je vous ai déjà évoqué auparavant, et faisant partie de ce que je savais déjà, j'ai trouvé une autre origine au fameux lapin. Une divinité. En fait, cette divinité, à son point de départ, est la déesse Eostre, venant des mythes anglo-saxons, et attestée par Bède le Vénérable, un moine bénédictin du 8e siècle, dans son livre de Temporum Ratione, présentant le culte d'Eostre comme déjà éteint chez les anglo-saxons. Le terme Easter, l'équivalent anglais de Pâques, est dérivé du nom de cette déesse, qui était célébrée au cours de l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, c'est le jour où le soleil se lève exactement à l'est, East en anglais. Eostre et la déesse de l'Est étaient associés à d'autres divinités d'autres cultes. Aurore chez les Romains, Osra chez les Baltes, Eos chez les Grecs, ou Chasse chez les Hindous, et enfin Ostara chez les Germaniques. Le lièvre était l'animal emblématique d'Eostre Ostara, et est resté associé aux fêtes de Pâques. Du fait de cette association et de son emblème du lièvre, symbole de fécondité, Eostre a fini par devenir une déesse offrant l'assurance de naissance en l'invoquant. Au 8e siècle, les royaumes germaniques, constituant les ancêtres de ce que serait la future Allemagne des siècles plus tard, virent arriver des moines anglo-saxons, qui furent à l'origine du culte d'Eostre, instituant leur culture au royaume germanique où ils installèrent des monastères, tels ceux de Fulda, Erfurt, Würzburg et Eichstätt.
Un de ces moines, mais il n'y a pas trop de détails concernant sa présence en ces lieux, fut retrouvé à moitié mort dans un des bois avoisinant le village d'Ostenfritz. Soigné de ses blessures, c'est ce moine qui enseigna la culture anglo-saxonne aux habitants du village, devenant ami avec le chef de celui-ci, passionné par les mythes propres aux origines du moine. Ce dernier, très érudit, était déjà familier de la langue utilisée par les habitants du village, ce qui facilita les échanges avec le chef et la mise en place du culte. Il est dit que ce moine avait vraisemblablement été banni par ses pairs à cause de ses pratiques jugées blasphématoires et appartenant à la sorcellerie. Afin d'assurer une protection au village en guise de remerciement de l'avoir accueilli parmi eux, le moine inscrit le culte d'Éostre au sein du village. Un culte qui impliquait le sacrifice d'enfants le jour de Pâques pour assurer la fécondité des couples de village pour l'année à venir. Le taux de natalité étant faible au sein du village, le chef ne fut pas difficile à convaincre pour se convertir au culte. Bien évidemment, les enfants du village ne pouvant être sacrifiés, des raids sur les villages voisins ou venant de campagnes dans d'autres pays furent mis en place. Les enfants enlevés à cette occasion étaient sacrifiés sur un bûcher, l'Osterfauer, 8 pour être précis, suivant le principe du signe infini venant de la Rome antique où ce symbole désignait le chiffre 1000 avant d'indiquer un très grand nombre. Chaque angle arrondi du symbole représentant les axes nécessaires pour établir l'équilibre de la fécondité. La purification par le feu faisait venir la représentation astrale de la déesse, accompagnée d'un lièvre sur une de ses épaules. Les invoquants n'ayant pas le droit de voir directement la déesse sous peine d'être foudroyés, ils devaient porter un masque figurant un lièvre, en signe de soumission et d'allégeance, et ne devaient l'enlever que le lendemain matin, le bûcher devant brûler toute la nuit pour satisfaire la déesse. Une grande partie de ces découvertes, je la fis non pas uniquement par internet, mais aussi par le fait de m'être introduit discrètement chez Anke, profitant du sommeil de Frida et du reste du village. Lors d'une invitation à dîner chez Anke, j'avais remarqué une petite porte sur la gauche de la bibliothèque du salon. Quand j'avais demandé à Anke ce qui se trouvait derrière cette porte, elle a montré un trou, avant d'indiquer qu'il n'y avait rien d'intéressant, en dehors de plusieurs vieilleries sans valeur. Ça m'intriguait. Et c'est là que j'ai découvert, à travers un livre posé sur un présentoir, au centre d'une petite pièce située derrière la fameuse porte, ce que je viens de vous révéler concernant les origines du culte propre à la naissance des croyances germaniques du lapin de Pâques. Je suis sorti de la maison d'Anke discrètement peu après. Et une fois revenu à ma maison, j'ai approfondi les connaissances découvertes par le biais d'Internet et la lecture de sites dédiés à l'histoire de l'Allemagne. J'étais atterré. J'aurais préféré que mes doutes soient faux. Mais ce n'est pas la seule horreur que j'ai pu trouver chez Anke, parmi d'autres livres. Les enfants du village. Ceux qui paraissaient terrifiés. Ils n'appartenaient pas au village. C'étaient des enfants adoptés. Ça, nous le savions. Nous avions discuté avec leurs parents lors de fêtes locales. Mais imaginez qu'ils avaient été adoptés dans le but d'être sacrifiés. Je comprenais mieux leur peur. Je ne vais pas vous l'apprendre. Un enfant peut être très cruel par ses mots envers d'autres enfants. Ceux qui étaient nés naturellement au village avaient dû plus ou moins faire entendre aux futurs sacrifiés de leur futur sort, à l'insu de leurs parents. D'où leur peur en voyant s'installer l'Osterfauer, les décorations et le reste. L'Osterbaum a dû s'installer au sein du culte par la suite, au fil des siècles, comme une sorte de complément pour s'assurer plus de réussite de la venue de la déesse ou quelque chose dans ce style. Le rituel des petits papiers était sûrement pour désigner les enfants qui feraient partie du sacrifice parmi ceux adoptés. Ça n'était pas difficile de penser que les enfants choisis étaient remplacés par d'autres adoptions par la suite, en prévision des autres années. Leur seule chance d'y échapper était d'avoir l'espoir de ne pas être un élu par cette loterie et grandir pour ne plus être intégré dans cette horreur. Mais je repensais au fait que Frida et moi avions nos noms dans la liste. Ce qui voulait dire que potentiellement, notre petite fille, elle pouvait faire partie des sacrifiés. Je comprenais mieux pourquoi les habitants nous avaient acceptés aussi facilement. Pour eux, nous étions des donneurs d'élus potentiels en vue de la loterie pour Éostre, leur déesse sanguinaire. Officiellement, cette divinité n'avait rien de méchant. Mais en lisant le culte qui s'y rattache par les livres lus chez Anke et opérant au sein de ce village, elle m'apparaissait comme un monstre bien pire qu'un démon de l'enfer, voire de Lucifer lui-même. J'ai fait mine de ne rien savoir auprès des habitants, n'en parlant pas à Frida, de peur qu'elle trahisse le fait que nous savions ce qui se tramait ici. La veille de Pâques, le bûcher devait être allumé et les gagnants de la loterie annoncés, suivant ce que j'avais cru comprendre du planning du culte lu chez Anke. Il nous faudrait partir avant ça. Sans rien dire à Frida, j'ai contacté Willem et lui ai tout raconté. Il ne me croyait pas au départ, jusqu'à ce que je lui fournisse les preuves, ayant pris des photos des pages des livres chez Anke, en prévision de preuves à apporter dans ce cas de figure. Il était horrifié, se sentant coupable de nous avoir amenés au pire endroit qui soit, bien pire que ce à quoi il nous avait permis d'échapper. Il me promit de trouver une solution pour que quelqu'un vienne me chercher, moi et Frida, sous une excuse quelconque, pour nous extirper de ces adeptes monstrueux. Je le remerciais et raccrochais. Mais la veille de Pâques, le cauchemar devenait encore
pire que ce que j'imaginais. Anke et plusieurs habitants débarquèrent chez nous, nous ligotant et s'emparant de notre petite fille, alors que Frida demandait ce qui se passait et criait pour qu'on lui rende son enfant. Notre enfant. Je ne comprenais pas. Comment Anke avait-elle pu se douter de ce que je savais? J'avais pris toutes les précautions possibles. Et si elle s'était rendue compte de ma visite chez elle, je l'aurais vu venir bien avant. Et c'est là que je compris. Wilhelm. C'était impossible. Je ne pouvais pas croire qu'il puisse être impliqué là-dedans. Pas lui. Mais Anke me confirmait mes soupçons, me disant que c'était bien Wilhelm qui l'avait averti de ce que j'avais découvert, que je menaçais de m'enfuir. J'ai appris ainsi que Wilhelm faisait partie des agents extérieurs, chargés de repérer des sacrifiés potentiels, soit en les enlevant, soit en s'assurant de les envoyer ici, au village. J'avais remarqué que le cimetière avait un nombre de tombes anormalement élevé. Je devinais qu'il s'agissait des couples invités, n'ayant pas accepté de se conformer à la vie du village et son horrible culte. En fin de compte, toute l'amitié et le dévouement de Wilhelm n'étaient dus qu'à son désir d'offrir un impur inutile qui ne serait pas regretté, selon les dogmes de ses parents, qui devaient être dans la manigance eux aussi. C'était un véritable complot familial. Ils avaient utilisé leur propre fille pour tisser cette toile monstrueuse, ayant dû remarquer notre discussion à la brasserie la première fois. Ils ont joué les ignorants avec la complicité de Wilhelm dans le seul but d'assurer un sacrifié qui n'impliquerait pas un Allemand. C'est là que je découvrais une autre des horreurs du village. Les enfants adoptés. Aucun n'était allemand. Ils étaient tous d'origine étrangère à l'Allemagne. Des Européens, pour qu'on ne se doute pas de quelque chose quant aux différentes couleurs de peau qui auraient pu être trop visibles selon leurs dogmes et leurs plans. La loterie n'était qu'un leurre. Les sacrifiés étaient déjà connus à l'avance. Les processus d'adoption pouvant parfois être longs, c'est pourquoi des agents extérieurs comme Wilhelm existaient, au cas où le quota de sacrifiés de l'année risquait de ne pas être beau. Ces agents étaient chargés d'enlèvements pour le village, ou d'opérations spéciales, dont nous avions été victimes, Frida et moi. J'apprenais que les parents de Wilhelm étaient les protecteurs du village. Ils s'assuraient que personne ne manquait de rien, ce qui expliquait que les services pour obtenir des objets divers à l'extérieur s'opéraient aussi aisément. Frida et moi avions été les mouches de ces monstres humains. Et ce n'était rien en comparaison de ce que Frida et moi avons dû subir visuellement. Nous avons assisté à la mort des enfants, de notre propre fille, brûlée vive sur l'Osterflower au nom d'une déesse dont nous ne pouvions voir le visage et dont l'existence était sûrement aussi factice que la bonté des habitants. Nous n'avons pu assister qu'à l'enflammement du bûcher avant que notre regard ne soit dirigé dans la direction inverse, avec notre masque de lapin posé sur notre visage, comme tous les villageois. De ce que j'ai compris, seul Anke était habilité à voir la déesse. Ida et moi, nous avons entendu les cris de souffrance des enfants, les hurlements de notre petite fille crépitant dans les flammes sans rien pouvoir faire. On nous a laissé entendre les cris d'agonie pendant de longues minutes avant de nous ramener chez nous. Nous fûmes enfermés jusqu'au matin dans le but de statuer sur notre sort, suivant notre décision. Soit nous acceptions de rejoindre le culte, faisant partie officiellement du village, car notre sacrifice volontaire faisait de nous de nouveaux membres, ce qui avait été le cas avant nous de la plupart des couples vivant ici, ayant dû se résoudre eux aussi à ce choix. Soit nous refusions, et de nouvelles tombes seraient creusées dans le cimetière. Le jour de Pâques, Anke est venu nous voir. Wilhelm était là aussi. Je me suis retenu de ne pas me jeter sur lui pour le défigurer de ce qu'il avait fait subir à sa propre sœur, à moi, à notre défunte fille qui n'était plus qu'un tas de cendres. C'est lui qui a posé la question de savoir notre choix. J'aurais voulu refuser, mais je ne pouvais pas laisser continuer cette horreur de perdurer. Cela me prendrait sans doute des années où je devrais accepter, avec Frida, d'adopter des enfants n'étant pas des natifs allemands, dans le but d'être sacrifiés à Pâques. Des années de calvaire où je me rendrais complice de meurtres, d'infanticides horribles au nom d'un culte tout aussi terrifiant par sa noirceur et sa monstruosité. Mais je trouverai un moyen de révéler cette ignominie au monde. Alors j'ai accepté de rejoindre leur rang. Je sais qu'ils ne me font pas confiance. Je serai surveillé de manière à vérifier que je me confortais à leur culte. Je serai sûrement amené à enflammer moi-même le prochain Osterfeuer pour preuve de mon acceptation. Je ne sais pas si Frida tiendra le choc. J'ai empêché qu'elle commette l'irréparable plusieurs fois, m'obligeant à cacher tout ce qui pourrait lui servir d'arme pour mettre fin à sa vie. Elle sait ce que je prévois,
Elle sait mon plan pour mettre fin au délire de ces fous sanguinaires qui osent dire qu'ils font ça dans un but d'épurement patriotique. On dirait le discours de néo-nazis voulant mettre en place le nouveau Reich. Je ferai de mon mieux pour leur faire croire que j'ai adhéré à leurs coutumes barbares et inhumaines. Ce ne sera pas facile. Frida est déjà au bord de la folie. Et ça me rend dingue de la voir s'enfoncer chaque jour dans les ténèbres, perdant son envie de vivre. J'ai peur de la perdre. Peur après ça de perdre ma motivation au combat que je me suis donné pour dénoncer les actes de ces ordures. Je n'ai pas le droit d'utiliser Internet et toute forme de communication tant que je n'ai pas donné mes preuves de dévouement. Je me suis contenté d'écrire cette lettre, celle que vous lisez actuellement, en la cachant à l'intérieur d'une des caisses des produits destinés à la vente en dehors du village. J'espère qu'elle sera lue, crue, et que vous saurez m'aider à détruire ce culte. Si cela arrive un jour, peut-être que je ne serai plus là. Frida sera certainement partie avant moi, c'est une évidence. Mais tout ce que vous avez lu est la vérité. Ce culte est bel et bien réel. Les gens de ce village n'ont plus rien d'humain, au sens psychologique du terme. Je vous en conjure. Au nom de tous les futurs sacrifiés sur les listes de ces malades, croyez mes paroles. Croyez mon témoignage. C'est la seule chance qui reste aux enfants qui risquent de finir brûlés sur ce bûcher en sacrifice à cette déesse, celle qui était à l'origine du lapin de Pâques, d'avoir un espoir de survie. Si ses origines sont allemandes, le lapin de Pâques a très vite traversé les frontières pour devenir le symbole d'une industrie centrée sur le profit et dont les chocolatiers sont les premiers bénéficiaires. Impossible de ne pas voir un visage de lapin dans une vitrine, sur l'étiquette d'un lot de chocolat ou d'autres friandises propres à Pâques. Les commerçants misant sur l'aspect mignon de cet animal, pouvant amadouer tout enfant et même des adultes. Mais comme l'indiquait cette histoire, les raisons du choix du lapin sont très loin d'être enfantines et s'inscrivent dans un désir de procréation par une symbolique qui rappelle les premières civilisations et même préhistoriques où la fécondation était la base même de ces premiers cultes. La femme était le centre de nombreuses représentations artistiques, très souvent des statuettes, déifiées car pour tous ces peuples, un élément malheureusement trop oublié par certains machos aujourd'hui, l'existence même d'un peuple ne peut subsister sans elle. Sans femme pour assurer une descendance, pour faire naître les enfants qui créeront les générations suivantes, toute civilisation est vouée à mourir. Et à partir de là, de nombreux cultes autour de ce qu'elle représente de manière archaïque et primaire, à savoir la pérennisation d'un peuple, lui ont voué une idéologie indispensable. N'en déplaise à l'Église, qui a toujours du mal, même aujourd'hui, à offrir des places importantes aux femmes, Pâques, lui aussi, a vu sa symbolique réduite à une représentation de la femme, par la fécondité, la reproduction abondante que représente le lapin, et les œufs, qui représentent la génération à venir, le futur. Il en est de même pour le poisson, souvent présent dans les petits sachets de chocolat de Pâques, lui aussi un symbole de reproduction en grand nombre. Un comble pour les institutions religieuses ayant très souvent dans l'histoire tenté de réduire le rôle de la femme à une imagerie dégradante et suffisante, dépendante de l'homme. Un juste retour des choses en quelque sorte que le symbole du lapin au sein d'une fête religieuse aussi importante que les Pâques. Bon, fort heureusement, des villages comme Ossenfried, avec des coutumes aussi extrêmes et horribles, sur la base de sacrifices sont rares, mais plus répandus qu'on pourrait le penser. Au sein de pays, de régions, coutumiers de rites d'un autre âge, même à notre époque, et très souvent dédiés à des déesses, plus que des dieux. Une leçon qui pourrait faire du bien à certains mouvements, voyant la femme plus comme un objet que comme un être humain. Mais c'est un autre débat qui s'écarte du thème du récit que je viens de vous conter. Il me reste à vous souhaiter de très joyeuses et pas trop sanglantes Pâques, ne serait-ce que pour vous compter parmi les auditeurs d'une prochaine histoire de l'autre monde.